Donc je me présente. Ok, donc en fait, pour ceux qui étaient là ce matin, donc je dirige la partie plateforme développeur écosystème chez Microsoft. Et je crois que l'objectif, c'est que je raconte mon parcours d'entrepreneur. Exactement, est-ce que tu as pu faire pour à l'étranger ou pour l'écosystème à Paris avant d'arriver chez Microsoft? Et peut-être que tu pourras nous parler ensuite de l'avenir de Microsoft et la vision sur le sujet chaud. Donc en fait, je n'avais pas de vocation de devenir entrepreneur. Et puis donc j'ai commencé ma carrière en fait dans le conseil en stratégie dans les télécommunications. J'ai travaillé en Argentine à développer Internet sur le câble dans les années 95. J'ai un background en fait plutôt technique, j'ai fait Polytechnique et après j'ai fait de la recherche à l'école des mines, où j'ai commencé progressivement à m'intéresser plus à la partie, on va dire, économique des choses, ou en tout cas marketing, économie industrielle. Et puis aussi, en fait, par le hasard des choses, j'ai grandi un peu aux États-Unis, et donc dans les années 80, en fait, j'ai découvert à la fois le PC, parce que mon père travaillait chez IBM, et puis un des premiers Macintosh, et donc ça m'a pas mal plu, et j'ai commencé un peu à développer à ce moment-là. Et donc en rentrant en France en 97, j'étais plutôt parti pour travailler en fait pour une grosse organisation dans le monde de l'audiovisuel, qui devait fusionner une chaîne de télé, etc. Et à ce moment-là, c'était un peu l'explosion d'Internet et de la nouvelle économie. Et finalement, j'ai commencé à aider en fait des copains de prépa qui avaient monté une technologie. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à diriger une société qui s'appelle Aricem et qui est donc un éditeur de logiciels, de moteur de recherche sur... alors, à l'époque, c'était un moteur de recherche et puis c'est devenu progressivement autre chose et ça a été d'ailleurs racheté par le groupe Thales. Et à ce moment-là, avec pas mal de gens, on était tous, progressivement, on s'est tous retrouvés, enfin une grande partie, dans le centre de Paris parce que beaucoup, peut-être dans la salle, n'ont pas connu ça, mais le haut débit, ça coûtait très très cher et c'était dur à avoir et on avait besoin en fait d'avoir accès à du haut débit. Et donc on s'est retrouvé dans le centre de Paris, dans le Sentier. Donc avec plusieurs personnes, on a créé un truc qui s'appelait Silicon Sentier et c'est devenu une association et donc j'ai présidé ça pendant 5 ans. Et Silicon Sentier, donc ça a été aussi un des moments de fédération de tout un petit écosystème comme ça des premières startups. Il y avait des gens comme Jérémy Bérébi qui maintenant est un investisseur assez actif. Il y avait pas mal de gens qui sont un peu toujours ici, on va dire dans l'écosystème, voilà. Et puis, je raconte comme ça ? Ouais, ok. Donc ensuite, comme pas mal de gens en 2001, ça a été assez violent, donc on est passé de 100 personnes à 20 personnes à Aricem. Et j'ai dû partir. Et donc je suis parti en fait, et pendant 3 ans, j'ai fait des fusions-acquisitions dans un cabinet de conseil. J'ai fait le développement international d'un groupe de conseil. J'étais gérant de la filiale allemande également. Et puis, revenant toujours désireux, en fait, moi, mon leitmotiv, en fait, c'est comment les technologies peuvent aider à changer le monde et en fait, surtout changer la façon dont les gens vivent ou travaillent. Finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la consumérisation de l'IT. Et ce qui m'a toujours passionné, c'est comment les technologies peuvent finalement améliorer le quotidien, améliorer la façon dont on travaille, dont on vit. Voilà. Et en 2003, je suis parti en fait en Californie, j'ai regardé pas mal de choses. Et en fait, mon projet à l'époque, c'était de monter un réseau social. Et puis, bon, j'ai pas eu le courage, et puis j'ai pas tellement... Les gens avec qui je voulais m'associer ne voyaient pas le modèle économique, et finalement, je suis parti dans un truc plus B2B, un moteur de recherche pour entreprise, et c'est donc une société que j'ai dirigée pendant 5 ans, qui s'appelle Cinequa. On l'a reprise en LBO avec le management, et que j'ai quitté, voilà, fin décembre. Je pense que c'est un point intéressant, parce que c'est l'actualité en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent ou qui partent. Comment c'est pour un Français d'aller s'installer dans la Silicon Valley, de faire un moteur de recherche en 2003? Alors, en fait, Cinequa, en l'occurrence, c'est une aventure que j'ai plutôt développée en France, France, Angleterre, Allemagne, avec un petit peu de présence aux États-Unis. Donc, mais c'est vrai que toutes ces années-là, en fait, je me suis posé la question, pourquoi être en France et pourquoi être en France ou aux États-Unis. Je me souviens en 2001 ou 2002, je crois que j'avais co-signé un papier sur pourquoi on est super content de développer une start-up à Paris et pourquoi partir à l'étranger. La vérité, c'est que c'est quand même pas facile toujours, je trouve, de développer une start-up en France et peut-être que... Enfin, il y a de bonnes raisons aussi d'aller le faire aux États-Unis.
tu peux développer? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce que j'ai trouvé assez difficile dans mon expérience d'entrepreneur en France, c'est pas le passage finalement de 0 à 1 million, c'est pas le passage de 1 million à 10 millions, c'est quand on arrive autour de 10 millions de chiffre d'affaires. Là, je parle pour des sociétés B2B, parfois peut-être que l'équivalent de 10 millions de chiffre d'affaires pour quelque chose qui est très, on va dire online, c'est peut-être un seuil inférieur, mais disons que quand on arrive à une société qui fait 50 à 100 personnes, et quand on arrive finalement à des besoins en fonds propres qui sont plus de l'ordre de 2-3 millions, mais on parle plutôt de 10, 20, 30 millions, parce que finalement, on est à un moment il y avait un article dans le Financial Times sur Cinequa il y a 6-7 mois qui disait bon, maintenant il faut passer la cape d'après, il faut 20 ou 30 millions, il faut viser les 100 millions. Et là, à ce moment-là, je trouve que l'écosystème français est quand même. Enfin, le contexte français fait que c'est difficile de passer ce cap-là, de trouver des gens qui sont capables de mettre ces 20 ou 30 millions finalement de développer. C'est le problème de la France, en fait, finalement, c'est de passer dans la catégorie très grosse PME, entre une très grosse PME innovante ou simplement une très grosse PME. Et c'est pour ça qu'on voit aussi, enfin, c'est la réflexion qu'avait fait Pierre Kosciusko-Morizet quand il a vendu Price Minister, le passage en fait à la taille 100-200 millions est très très difficile. Et ce que j'aime bien, enfin une des raisons, il y a plein de raisons pour lesquelles je suis venu chez Microsoft et je pourrais vous en parler, mais un des trucs que j'aime bien chez Microsoft, c'est qu'il y a cette espèce de continuum entre BizSpark où effectivement on est très bien, je crois, les startups entre 0 et 20-30 salariés, et puis on est capable d'aider des entreprises jusqu'à l'étape, je prends toujours l'exemple de Criteo, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ces entreprises, il y en a d'autres, l'étape de la boîte qui fait plusieurs dizaines voire centaines de millions de chiffres d'affaires. Voilà, il y a cette espèce de continuum. Comment finalement on passe d'une petite boîte française à une boîte internationale? Juste par curiosité, qui est fondateur de start-up ici? Levez le bras. Et gardez le bras levé ceux qui se posent la question ou qui se sont posés la question avec quelques derniers mois de partir. Ouais, ça fait du monde. Vraiment l'actualité. Ok. Cela dit, je pense que plus ça va, plus avec justement le cloud, super important, les réseaux sociaux, il est de plus en plus finalement la virtualisation, les modes de communication, genre Skype, au hasard. Bon, tout ça fait que finalement, c'est beaucoup plus facile de développer une boîte mondiale de France. D'ailleurs, Criteo dont je parlais, Jean-Baptiste il est parti s'installer aux États-Unis, mais toutes les équipes de développement sont en France. Et même, il y a quand même un avantage concurrentiel incroyable en France, c'est aussi la qualité des développeurs qu'on peut trouver. Est-ce que vous en pensez? Si. Mais toi, t'as envie de New York aussi, non? J'ai passé un peu de temps, oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a beaucoup d'aide en France justement pour l'aspect développement. Il y a pas mal de boîtes qui font ça. Et je pense à Benassaïa en dernier, qui a basé a priori son commercial et son marketing aux US, mais ce qui garde son développement en France. Est-ce qu'il y a des bons cerveaux et il y a de l'aide surtout? Moi je pense que on a encore à apprendre notamment des États-Unis mais aussi de certaines parties, en Asie aussi, d'espèce d'enthousiasme de sky is the limit, le rêve américain, ça va encore dire quelque chose. Et parfois, finalement, la plus grande limitation, c'est presque comme en psychanalyse, c'est celle qu'on s'impose soi-même. Et c'est peut-être, en étant trop en France, peut-être qu'on manque d'ambition, parfois, me semble-t-il. Mais effectivement, on n'a pas besoin de tout délocaliser. Je pense que c'est même une erreur de tout délocaliser aujourd'hui aux États-Unis. Tu as beaucoup entrepris. C'est comment de passer le statut d'entrepreneur à un grand groupe? C'est assez violent, mais c'est ce que je souhaitais. Et en même temps, Microsoft est une entreprise qui est dans le changement perpétuel. Ça se voit peut-être pas forcément quand on vit Microsoft de l'extérieur, mais c'est véritablement dans l'ADN de cette entreprise de se réinventer, de se questionner, de se remettre en cause. Alors, plus ou moins facilement, parfois ça prend plus ou moins de temps, mais donc c'était ça qui était quand même pour moi un élément important, de passer d'une petite entreprise à une grande, c'est de rester dans une entreprise qui vit pour et par la disruption technologique.
ceci étant dit, je pense que c'était aussi un peu un statement. C'était important pour moi de vérifier, de dire et d'affirmer aussi que c'est pas parce qu'on dirige une petite entreprise qu'on ne peut pas en diriger une grande, et les qualités finalement, toutes les qualités de management, de vision stratégique dont on a besoin dans une petite, c'est aussi celles dont on a besoin dans une grande. Et donc je pense que c'est important qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas ceux qui ne peuvent travailler que dans les petites boîtes et ceux qui peuvent travailler que dans les grandes boîtes. Et donc quelque part, voilà, je voulais aussi montrer ça, qu'on peut passer de l'un à l'autre. Et je trouve ça, pas du tout sur mon cas particulier, mais en général, je trouve ça assez sain. Et d'ailleurs, aux États-Unis, Microsoft, et peut-être, il y en a aussi en France, hein, je suis loin d'être le seul, mais il y en a encore plus aux États-Unis, que ce soit dans les équipes produits, dans les équipes business, il y a énormément de gens qui viennent de start-up ou petites entreprises. Et je pense que la cross-fertilisation est énorme si on sait bien gérer dans une entreprise, dans une start-up aussi. Moi, quand je dirigeais mon entreprise, j'avais des gens qui venaient de grosses entreprises. Je pense que c'est très important en fait, de mélanger les deux types de cultures. Depuis qu'on parle de Microsoft, on a des questions intéressantes qui tombent dans l'ordre. Microsoft a un fonds d'investissement. Si oui, est-ce que vous investissez en France? Alors, je crois qu'un des derniers investissements qu'on ait fait, c'était Facebook, à vocation majoritaire, je crois. Je pense pas qu'on se... Non, c'était une plaisanterie, mais la vérité, c'est que on n'est pas un investisseur en capital risque, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et je vais vous dire, je pense que c'est une bonne chose, parce que je pense que c'est impossible, quand on est une entreprise de cette taille, d'être un bon corporate VC. Enfin, c'est ma perception des choses. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas savoir gérer les deux relations. Ce que Microsoft a apporté à une start-up, c'est pas tellement de l'argent, c'est plus de l'accompagnement, de l'ouverture sur un certain nombre de marchés, etc. À un moment donné, potentiellement des solutions d'exit industriel. Et ça, finalement, le fait d'investir chez vous, ça ne va pas du tout l'aider, au contraire, paradoxalement. Et quand on regarde la tendance, des gens comme HP, etc., pas mal de gens qui avaient des fonds d'investissement ont arrêté. Alors il y en a certainement qui le font encore, mais moi personnellement, mon expérience d'entrepreneur me fait confirmer que c'est pas une bonne chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On va voir comme ça. Quel intérêt pour les startups à développer? Voilà. Je peux les dire aussi, c'est bon. Ouais. Quel intérêt pour Microsoft d'aider les startups? C'est très simple, c'est que il y a la façon dont on voit notre développement. Je crois que dans le monde, quand on fait 1 milliard de chiffre d'affaires, il y a à peu près 8 milliards, c'est des chiffres à vérifier, de chiffre d'affaires qui est fait par notre écosystème, c'est ça. Donc en fait, plus notre écosystème se développe et plus on va se développer. Donc en fait, c'est donné en espérant qu'on va recevoir. C'est pas donné pour recevoir, il n'y a pas de contrepartie, mais c'est se dire que plus on donne et plus on va recevoir. Finalement, c'est la même chose que font qu'on fait dans certains business models, comme on dit, vas-y, viens, c'est gratuit, etc. C'est jamais vraiment gratuit. Mais plus on donne, plus on partage des choses et plus ça, finalement, ça va nous revenir un jour. Et donc, après, on peut prendre des cas particuliers. Pourquoi on aide les startups à passer sur le cloud? Parce qu'on pense qu'on a une très bonne solution de cloud. Donc, on est quand même des market leaders. Donc, c'est à nous d'ouvrir un certain nombre de marchés. Donc, sur les marchés où on est leader, il y en a beaucoup. Voilà, on investit, on donne, et puis le marché va aller plus vite. Et voilà. Je rebondis là-dessus sur la suivante. Quels sont les objectifs que vous donnez pour les startups françaises? Alors, les objectifs que nous donnons pour les startups françaises, en fait, c'est de toutes les toucher, que toutes nous connaissent, sachent en fait ce qu'on peut leur proposer et leur donner, et qu'ensuite, celles qui ont envie d'aller un peu plus loin vers nous, on fasse un petit peu du speed dating, donc on se parle 5-10 minutes, et puis on regarde si on peut faire quelque chose ensemble de business. Et finalement, quand vous réfléchissez, c'est une proposition de valeur qui est très mature, on se parle d'adulte à adulte. C'est-à-dire que je pense que Microsoft vous considère véritablement comme des entreprises à part entière, et donc on va tout de suite, on vous donne des choses, puis après on va tout de suite pouvoir parler business, et si vous avez une proposition de valeur qui fait sens n'importe où, en fait, dans toute la ligne de business qu'on fait avec tous nos partenaires, on va dire ok, pourquoi pas, allons jusqu'où vous êtes capable d'aller. Donc finalement, tout de suite, une start-up, on vous considère comme un partenaire business
à part entière, et je dirais d'égal à égal. Et ça, moi, je l'ai vécu parce que j'étais dans le cadre, enfin, Cinequa, donc était une des premières sociétés dans le programme ID, et Microsoft nous a aidé à l'époque à signer des deals avec Bouygues, avec d'autres, et voilà, dans une relation business d'égal à égal. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Alors après, c'est aussi du business, hein, c'est pas de l'assistanat, donc si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Restera toujours ce qu'on met à disposition gratuitement. L'expérience US, Microsoft est intéressante. J'imagine que tu gardes un œil sur Silicon Sentier certainement, mais l'écosystème. Il y a une question qui est passée qui m'énerve un peu parce que je trouve que le monde il se réveille, mais la question disait comment faire pour que l'écosystème parisien se réveille. Ouais, voilà, je crois qu'on peut toujours regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a quand même, enfin, depuis au moins 10 ans, ça bouge quand même pas mal. Il y a des gens qui font des choses et il y a des très belles success stories dans tous les domaines, dans le domaine des technologies d'infrastructure, dans le domaine des sites web, du réseau social, des jeux. Comment faire pour que ça se développe, enfin, ça se réveille, voilà. Je sais pas. Que chacun mette sa petite pierre, voilà, moi je pense que voilà. Est-ce qu'on manque de quelque chose, à ton avis? Moi, personnellement, je pense pour avoir par exemple les deux. Oui, alors en fait, j'ai vraiment envie de vous dire, si problème il y avait, le problème des startups serait le même problème que, je vais essayer d'être un peu provocateur, mais on a le même problème que les CAC 40, c'est-à-dire que les très grands comptes français. Si on pense que c'est en étant aidé qu'on va devenir des stars mondiales, je pense que c'est une erreur. Et quand vous regardez les plus belles réussites industrielles françaises, les plus grandes sociétés, bien sûr, elles ont su profiter en fait de tous les avantages du territoire hexagonal et européen, mais finalement, elles dépendent très peu de l'aide de l'État. Je prends finalement la plus grosse capitalisation du CAC, c'est Total. Elle est beaucoup moins aidée que d'autres acteurs industriels français. Donc je pense que la seule chose qu'il faut faire, c'est pas se laisser aller finalement à profiter de tous les avantages fiscaux qu'il peut y avoir, des tax shelters, des FCPI, etc. Mais surtout se dire que voilà, il ne faut pas trop compter sur les aides publiques pour se développer, c'est pas là qu'est le succès. Voilà. Alors, pour prolonger là-dessus, la dernière question est intéressante. Comment est-ce que Microsoft pourrait inciter cette démarche que vous avez à d'autres grands groupes français? Alors, je crois et j'essaie. Est-ce que vous n'avez pas un rôle à jouer dans ce point de vue-là? De par votre terrain? Nous, on essaye de faire les choses auxquelles on croit et de les faire le mieux possible, et puis d'être vraiment dans une logique de partage de bonnes expériences. Et il y a plusieurs grandes entreprises qui ont, non pas imité, mais suivi des logiques parallèles et similaires à ce que fait Microsoft avec son programme Spark. Chez Orange, il y a toujours un programme. Alors après, Orange Valley, c'est ça, c'est Orange Valley? Ouais, Orange, ils hésitent entre une corporate venture et ce qu'on fait. Voilà. Ils font un peu les deux. Ils ont du mal. Ils ont du mal, je pense que. Mais quand je dis ils ont du mal, je le dis avec beaucoup de respect. Je dis que c'est difficile de faire les deux. Quelqu'un d'Orange veut répondre? Je crois que c'est vraiment difficile de faire les deux. Je pense que le travail aussi fantastique qui est fait par le comité Richelieu autour du pacte PME, etc. Je pense que fondamentalement, chaque société a son chemin, mais il y en a pas mal qui font quelque chose de similaire. Après, il faut voir que dans le cas d'une société particulière, peut-être que le corporate venture a du bon parce qu'elle se dit que ça fait sens d'investir pour racheter. Il se trouve que ma dernière expérience, entrepreneuriale, Cinequa, on avait comme investisseur, elle a toujours comme investisseur cette société Xange, qui était le fonds d'investissement attitré de la Poste. La vérité, c'est que Cinequa n'a jamais fait de business avec la Poste. Donc finalement, moi je crois peu à la synergie venture capital, et je crois qu'il faut faire des programmes purement programmatiques dans l'esprit de ce que fait Microsoft. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je donne un avis très personnel, mais il y a des tas d'autres programmes très très bien faits par d'autres entreprises. Pour finir, pour coller à Bisparck, sur quel grand thème devraient bosser les startups parisiennes pour bien coller au programme? Franchement, il y a quand même un accélérateur énorme. Enfin, il y a un truc, tous les jours, moi je me dis, mais là, je pourrais monter une boîte là-dessus, parce que c'est le cloud, enfin je veux dire, et en particulier Azure, c'est un truc de malade. Enfin, c'est-à-dire que c'est un truc vraiment
Si on réussit à faire quelque chose qui marche à peu près bien, qu'on le fait dans un esprit de développement agile, je crois que vous en avez parlé aujourd'hui, c'est-à-dire avec une boucle courte d'interaction avec ses utilisateurs, ça peut partir tout seul, quoi. Et en plus, économiquement, c'est optimisé. Donc, moi, si j'avais envie de vous donner un conseil, c'est si vous n'y êtes pas déjà, aller vers des modèles SaaS, cloud, ce type de modèle, ça dépend vraiment du type de business que vous faites. Appuyez-vous là-dessus, appuyez-vous sur la mobilité, toutes les technologies qui sortent, HTML5, etc. Parce que voilà, c'est des aspirateurs à bonne idée pour en faire des business qui marchent. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore des questions dans la salle? Très bien, et bien merci beaucoup. Merci à vous.